Voilà, alors bonjour à tous. D'abord, grand merci ici au Tech Lab de pouvoir vous présenter la machine Enigma. Déjà, je suis là dans le cadre de l'ARCI, c'est-à-dire l'Association des réservistes du chiffre et de la sécurité de l'information, où je suis membre. Et je veux parler de la machine Enigma. C'est une machine à chiffrer utilisée par les Allemands avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette machine, on le verra, a une incidence vraiment très très importante sur le cours de la guerre. Alors déjà, Enigma ne fait rien d'autre que de remplacer une lettre par une autre. C'est tout ce qu'elle fait. Elle n'envoie rien, n'écrit rien, ne communique pas avec une autre machine. Mais elle a des milliards de combinaisons possibles. Déjà, à l'avant de la machine, vous avez un tableau de connexion. Ce sont 10 paires de fiches qui relient deux lettres l'une à l'autre. Et ça augmente les capacités de codage de la machine. Vous avez un clavier d'entrée, c'est le clavier de machine à écrire allemand. Vous avez ici un champ lumineux. Donc quand on appuie sur une touche, vous avez une ampoule qui s'allume là. Alors la machine, donc c'est électromécanique. Pour allumer ces ampoules, il faut une batterie de 4,5 volts. Alors soit alimentation externe, la personne sur la GGN qui pédale pour faire du courant, ou alors batterie à l'intérieur. Et là, vous avez donc les rotors, des fiches de rechange, une notice, et ici une plaque anti-reflet. Cette plaque est très importante parce que la machine est utilisée sur le terrain. Quand il y a un conflit quelque part, chaque armée a des observateurs dans les clochers, dans les arbres, et avec la jumelle, scrute l'activité de l'ennemi. La nuit, par temps clair, on peut voir un éclat de cigarette à 3 km. La machine, les ampoules qui s'allument là, fait des éclats. Donc ils prenaient ce cache et le mettaient ici. Alors quand on ouvre le capot, là on voit très très bien donc, les rotors. Et c'est au niveau des rotors que se fait donc le codage des lettres. Là vous avez la machine désossée. Donc vous avez toute la partie qui est à l'avant avec les fiches, la partie avec les lampes, et cette partie-là se trouve sous le clavier de la machine à écrire. Alors, c'est des contacts qui sont à base d'argent. Quand c'est oxydé, c'est récupérable. Ensuite, vous avez toute la tringlerie, tous les câbles électriques. Quand ça c'est oxydé, c'est récupérable. Et là, on voit très très bien le système d'avancement des rotors. Et vous avez cette pièce qui est très très importante qu'on appelle le réflecteur. Et grâce à cette pièce, la machine peut coder et décoder le message à condition qu'elle soit dans la même configuration qu'au moment où le message a été écrit. Sinon, ça ne marche pas. Alors ça, c'est un réflecteur de type B, c'est-à-dire les câbles sont soudés dans la masse. Pardon. Alors là, vous avez, par exemple, à l'avant, les contacts bilam. Quand on appuie sur une touche, on ouvre le contact. Là, vous avez les fiches et toute la tringlerie qui se trouve à l'arrière. Au niveau des lampes, c'est pareil. Vous avez des vis avec des ressorts pour que le contact se fasse vraiment dans de très très bonnes conditions. Alors, chaque machine a un numéro. Celle qui est devant vous est utilisée dans la Wehrmacht, l'armée de terre. Le numéro, c'est 14087 JLA 42. Numéro de série, JLA, c'est le fabricant. Il y a eu 5 fabricants d'Enigma. Et c'est surtout JLA qui a fait les machines pour l'armée de terre. GVX BAC pour la marine. Et ce numéro, vous le trouvez sur le coffret, devant la touche, au fond du châssis, et sur chaque rotor. Ça, c'est vraiment très, très important. Voilà. Alors, comment ça va se passer pour coder? Donc, quand j'appuie sur une touche, par exemple la touche A, j'ouvre le courant passe en avant par une des fiches, monte à l'arrière, point d'entrée, rotor 1, rotor 2, rotor 3, arrive au réflecteur, repart en sens inverse, traverse une fiche, et dans ce cas-là, va allumer la lampe D. Alors, Enigma a une très, très grande faiblesse. J'appuie sur la touche A, je ne peux pas allumer la touche A au niveau des lampes. Ça, c'est une très grande faiblesse et ça élimine un nombre considérable de conditions de codage. Voilà, alors ça, c'est les rotors. C'est l'endroit où se fait donc le codage des lettres. Vous avez un point d'entrée avec des bits audio qui sont mobiles. Vous avez toute une tringlerie à l'intérieur et ces câbles électriques rejoignent l'autre côté du rotor sur les baies plats. Voilà, alors vous avez un câblage type de rotor, c'est-à-dire le courant entre la lettre A sort à la lettre E, ou rentre à la lettre K sur la lettre N. Alors la machine devant vous est utilisée dans l'armée de terre. Les machines de l'armée de terre, la marine de Reichsbahn, avaient les mêmes rotors, sauf que le câblage est différent. Ce qui veut dire qu'un message codé sur une machine de l'armée de terre ne peut pas être décodé sur une machine de la marine.
Il fallait que les officiers recevaient ce message et fassent suivre l'information par la suite. Voilà, alors maintenant j'appuie sur la touche A. Le courant traverse le premier rotor, passe au deuxième, au troisième, arrive au réflecteur et repart en sens inverse et dans ce cas va allumer la lampe B. Et avant que la lampe B ne s'allume, la lettre A est déjà codée 6 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ce rotor tourne. Automatiquement, vous changez tous les contacts électriques. Et là, le circuit électrique sera différent, ça va allumer la lampe F. Vous rappelez une troisième fois, ça s'appelle la lampe P qui va être allumée. Alors, Enigma. Donc, cette machine devant vous, de 1942, était livrée avec 5 rotors. 3 rotors dans la machine et 2 rotors à l'extérieur dans ce coffret. Et ces rotors devaient être positionnés en fonction du livre de code. Alors déjà, avec les rotors, les 3 rotors, vous avez 6 façons de le placer. Le rotor 1, le 2, le 3, le 3, le 2, le 1, 1, 3, voilà. Avec 5 rotors, vous avez 60 combinaisons. À partir de février 1942, l'amiral Dönitz a fait livrer des machines avec 4 rotors pour ses sous-marins, mais livrées avec un total de 8 rotors. Et là, vous avez déjà 360 combinaisons uniquement pour le positionnement des rotors. Ensuite, vous avez donc 26 lettres au cube, c'est 17 576 combinaisons. Le fait de rajouter 10 paires de fiches à l'avant de la machine, donc là, ça monte à des milliards de combinaisons. C'est-à-dire, pour donner un ordre de grandeur, si toutes les minutes vous appuyez sur une touche, vous en avez pour 42 000 ans pour revenir à votre point de départ. Et le code de la machine est changé tous les jours à minuit. Donc les Allemands étaient sûrs, l'ennemi ne dispose pas de temps matériel pour casser le code Enigma. Mais les Allemands se sont trompés. Et ça, ils l'ont appris en 1973, pratiquement 30 ans après la guerre, que les Alliés avaient cassé le code Enigma. Et de ce fait, ça a réduit la durée de la guerre de plus de 2 ans et ça a sauvé des millions de vies humaines, puisque les Alliés étaient au courant. Voilà. Alors, le premier brevet a été déposé par le Hollandais Alexander Korf en 1919. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. Du point de vue militaire, la machine n'a plus d'intérêt. Et ce brevet est revendu à l'ingénieur allemand Arthur Scherbus. Pour les mêmes raisons, est obligé de prendre cette machine pour éviter l'espionnage industriel dans les échanges entre les banques et les grandes entreprises. Et donc ça, c'est le modèle tel qu'il a été présenté. Donc système d'impression, vous avez le site d'impression en haut. On a la documentation des devis, mais on ne sait pas si la machine existe encore quelque part. Ensuite, il y a eu ce modèle-là, pareil. Là, vous avez la corbeille avec les caractères et vous avez le rotor pour le chiffrement. Et puis, il y a à partir de 1926, donc le modèle défini tel on le trouve actuellement. Alors, les tout premiers modèles avaient 28 touches, qui étaient destinées pour l'armée suédoise. Ça a été abandonné très très rapidement parce que l'alphabet c'est 26, donc c'est beaucoup plus pratique d'utilisation. Alors pour les 28 touches, il n'y avait pas de W, mais A, tréma, angstrom et O tréma. Ensuite, il y a eu ce modèle-là. Donc tout à fait différent. Les rotors sont plus petits, le crantage est différent, et cette machine était destinée donc à l'échelon supérieur de l'Abwehr. Modèle commercial, c'est-à-dire vous avez 4 rotors, mais pas de fiches encore à l'avant de la machine. Alors c'est en 1926 que, donc déjà la machine qui a été proposée, a été proposée à Berne en 1923. Et c'est en 1926 que la Reichsmarine entend parler de ce système de chiffrement, se l'approprie. 1928, c'est la Reichswehr. Et c'est à partir de ce moment-là, les Allemands récupèrent toute la documentation, les machines commerciales qui existaient pour les détruire. Il ne fallait plus que l'on en parle. C'est devenu un secret militaire. Voilà. Et ils commencent donc à l'utiliser à partir de 1928. Ensuite, vous avez différents modèles avec des améliorations un peu différentes. Il y a des réglages au niveau des rotors, des critères un peu différents au niveau. Voilà. Il y a ce modèle. On connaît 2 machines au monde dans un musée en Hongrie. Donc c'est pareil, machine électrique avec le système d'impression. Cette machine peut écrire en texte clair, elle peut coder et elle peut décoder. Là, vous avez toute la tringlerie qui se trouve sur la machine. Et la machine a 8 rotors. Les 4 centraux servent au codage de la machine et les 2 x 2 à l'extérieur servent au réglage de la machine. Il y a beaucoup de documents qui existent qui vantent les qualités de cette machine-là.
Ensuite, il y a eu une machine à coder les chiffres. On a des devis, des documents, mais on ne sait pas si la machine existe encore quelque part dans ce musée. On ne sait pas. Et cette machine était surtout utilisée pour coder les horaires de passage des trains. Les trains transportaient le personnel, les munitions, l'armement. Il fallait que ces horaires soient tenus secrets pour éviter de se faire bombarder par l'aviation ennemie. Ensuite, il y a eu donc ce modèle. C'est le même modèle que celui qui est devant vous. Et là, vous voyez dans le coffret séparé les rotors 4 et les rotors 5. Bon, c'est des rotors, je ne les sais pas, malheureusement. Il y a eu des machines pour les sous-marins. Donc là, vous avez un poste de travail de sous-marin, vous avez la machine qui est là, l'opérateur et tout le matériel radio nécessaire pour réceptionner et pour envoyer les messages codés. Alors, quand un message était codé, ce message était changé en morse et envoyé de la nature par onde radio. Et n'importe quel opérateur radio peut retranscrire le morse, que ce soit russe, américain, français, italien. Mais à ce moment-là, c'est du charabia. Les Suisses, pays neutres, avaient besoin d'Enigma. Donc c'est le modèle, donc un modèle K. Vous avez 4 rotors, pas de fiche à l'avant, mais un deuxième clavier lumineux qui était déporté. Donc il y a quelques 180 machines qui ont été livrées. Le modèle de la Reichsbahn, donc c'est les trains. Et le modèle, donc tiré dessus, JN18. Alors il y avait des accords secrets avec les services allemands et japonais. Donc ils ont fait une machine donc, qui était basée sur le même principe que la machine donc, marine. Les 4 rotors sont de façon horizontale. Les Américains ont cassé ce code en 6 mois. Et donc, ils ont interprété des messages de l'amiral Yamamoto avait prévu d'en visiter 2 bases navales. Il connaissait l'heure de passage et l'ont abattu. Pareil, en déchiffrant ces messages, les Alliés ont remarqué que les Japonais ont prévu de bombarder 2 bases navales américaines. C'est tombé sur Pearl Harbor. Voilà. Les Anglais n'ont pas prévenu les Américains, parce qu'à l'époque, les Américains livraient le matériel, mais pas de personnel. Il y a eu tel sursaut d'orgueil dans la population américaine qu'à partir de ce moment-là, ils ont commencé à envoyer du personnel se battre en Europe. Et là, vous avez donc le modèle M4, c'est-à-dire les machines donc livrées par l'amiral Dönitz pour ses sous-marins, avec 4 rotors, système de verrouillage et 10 paires de fiches à l'avant de la machine. Et quand il a livré ces machines à partir de février à décembre 1942, les Alliés n'ont déchiffré aucun message tellement c'est devenu complexe. Alors, avec chaque machine, donc là, vous avez déjà, au niveau de la M4, vous avez donc déjà, ici, vous avez le réflecteur qui est plus faible, des rotors gamma et bêta, et là, vous avez différents livres de code. Alors, ce qu'il y a, c'est que la marine avait 4 livres de code différents, que ce soit dans la marine en Méditerranée, Atlantique Sud, Atlantique Nord et Pacifique. Donc, d'ordre général, réglage interne pour les officiers et pour les messages météo. Voilà, alors je vous ai parlé tout à l'heure d'un réflecteur B. À partir de 1943, ils ont commencé à livrer des réflecteurs de type D, c'est-à-dire que ces réflecteurs étaient programmables. Et ce n'est pratiquement plus arrivé sur le marché parce que là, c'est devenu impossible à déchiffrer parce que vous augmentez de nouveau de millions de combinaisons possibles. Et ces changements devaient être faits tous les 15 jours. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'Equina n'imprimait pas, donc j'ai inventé un système d'impression qui est mis sur la machine. Difficile d'utilisation, très fragile, c'est-à-dire abandonné très très rapidement. Ça, on l'a déjà vu avec la machine suisse. Et ils ont inventé également ce qu'on appelle une Enigma Ur, c'est-à-dire une montre Enigma qui est utilisée dans l'armée de l'air. Et avec ce système, ils ont augmenté la capacité de codage de 60 fois la capacité de codage de la machine. Mais à Bletchley Park, donc, ils avaient déjà une telle capacité de calcul que ce code a été cassé en 10 jours. Maintenant, pour la formation. Donc, il y avait du côté de Nuremberg un centre de formation pour les opérateurs. Ces personnes étaient triées sur le volet. Ça, c'est une chose. Ensuite, donc, il y avait un stage de formation. Et là, vous avez, là, cette photo est très, très connue. Vous avez le général Guderian qui est là. C'est un ancien officier de transmission qui était mis à la tête d'une armée de chars. Donc, c'était un spécialiste de la guerre éclair, le Blitzkrieg. Donc, quand il voulait conquérir un secteur, il envoyait ses Stukas pour bombarder, et lui, après, il suivait avec ses véhicules, ses chars et ses autres véhicules. Et pour être en lien avec les différentes
composition de son armée, à certains véhicules, il y avait les machines d'Enigma et les postes émetteurs-récepteurs. Alors, il y a toujours deux personnes à l'Enigma, une personne qui tape le texte et la deuxième qui note le texte qui apparaît dans les lampes. Voilà. Et là, vous voyez la machine utilisée sur le terrain. Là, il y a un bivouac. Donc là, c'est pareil. Vous avez la machine sur une table, un poste émetteur au sol. Là, c'est pareil. Vous avez des fusils en faisceau, la machine Enigma qui est là et poste récepteur qui est là. Et si vous regardez bien, vous avez ici une personne qui pédale sur une gégène pour faire du courant électrique pour alimenter ces deux matériels. Voilà. Alors, qui dit émission radio, ces émissions radio peuvent être interceptées. Donc, à longueur de journée, des armées ont des postes des opérateurs radio qui essaient de trouver les faisceaux de radio. Donc, vous avez des opérateurs qui cherchent le signal. Ça, c'est un poste de commandement avec des opérateurs allemands, des écouteurs sur les oreilles, avec machine Enigma sur la table. En principe, sur les quartiers généraux, il y avait toujours deux machines, une avec le réglage du jour et une avec le réglage de la veille, si jamais le message intervenait le lendemain. Voilà. Alors là, vous avez des matériels, des radiogoniomètres, donc c'est du matériel Telefunken à double écran. Donc vous avez des antennes pour capter le signal. Ensuite, on tourne cette partie jusqu'à ce que le signal soit très très net. Il note la direction. En plus de cela, il faut deux autres appareils qui soient placés différemment. Et après, par triangulation, on arrive à localiser l'endroit où se trouve le poste émetteur. Alors ça, c'est pour les messages météo. Donc il y a une partie des feuilles pour être remplies, une partie officielle pour l'administration. Et puis après, vous avez le message, soit un message à coder ou le message décodé. Alors le message, c'est toujours 5 lettres, espace, 5 lettres, espace, 5 lettres. C'est pour les opérateurs radio avec le fait de faire le morse. Et là, vous avez des livres de code. La machine sans livre de code, vous ne pouvez absolument rien faire. Et ces feuilles, ce sont des feuilles qui sont mensuelles, qui sont établies par le service du chiffre à Berlin et remis aux officiers quand il y a des réunions au quartier général. C'est les officiers qui avaient ces feuilles, pas les opérateurs. Alors, première colonne, vous avez le jour du mois. Deuxième colonne, vous avez le positionnement des rotors. Vous avez le réglage du rotor et vous avez ici le réglage de toutes les fiches. Et si vous regardez bien, le premier du mois n'est pas en haut, mais en bas. Et quand la machine est réglée, la ligne du jour est coupée et brûlée. Ce qui fait que de cette façon-là, on garde le secret des réglages de la machine. Alors bon, je pense que tout le monde sait que c'est Alan Turing qui a déchiffré Enigma. C'est bien dans les films, mais ce n'est pas tout à fait ça. Déjà, je vous avais dit qu'en 1926-1928, l'armée allemande commence à utiliser la machine Enigma. Les premiers à s'en rendre compte, ce sont les Polonais. La Pologne a quelques milliers de kilomètres de frontières communes avec l'Allemagne. À l'époque, les Polonais déchiffraient tous les messages de l'Allemagne. C'était un chiffrement manuel basé sur 6 lettres. A, D, F, G, V, X. Et avec ces 6 lettres, les Allemands codaient le message. Très difficile à déchiffrer, mais les Polonais ont compris le principe. Et à partir de 1928, il y a problème, ça ne marche plus. Donc ils ont repéré que les Allemands commencent à utiliser une machine électromécanique. Les Polonais retrouvent une machine électromécanique à Francfort, la font venir par voie diplomatique à Varsovie et essaient de comprendre. Et au service du chiffre à Varsovie, il y a donc Marian Rejewski. C'est l'équivalent d'Alan Turing en Angleterre. Il n'a pas eu le même succès. Mais c'est lui le premier qui déchiffre les messages Enigma en décembre 1932. En 1932, les Anglais n'étaient pas intéressés par Enigma, pas du tout. Vous avez ici ce collègue, Zygalski, qui a inventé un système de feuilles perforées. Système de feuilles perforées qu'on voit dans le film Imitation Game dans les mains d'Alan Turing. Donc Turing a beaucoup profité des travaux des Polonais pour que lui puisse avancer. Donc là, vous avez les plaques de Zygalski. Les Polonais ont inventé déjà un cyclomètre pour essayer de trouver la répétition de certains binômes. Ensuite, ils ont inventé un meuble d'1,20 m de haut avec 6 fois 3 rotors. Et là, longueur de journée, ils essaient de trouver des combinaisons. Dans ces calculs, Rejewski a remarqué que la grande faiblesse de la machine, elle ne peut pas faire de lettre A. Ensuite, il y avait une autre faiblesse de la machine d'utilisation. Donc les opérateurs, à cette époque-là, devaient s'identifier. Donc devaient taper 2 fois 3 lettres. Ils vont faire les mêmes. Donc admettons que l'opérateur tape QHY, QHY. Et Rejewski a remarqué que la première et la quatrième, la deuxième et la cinquième, la troisième et la sixième lettre sont faites avec les mêmes touches.
Et avec ces informations, il arrive à reconstituer de façon mathématique le câblage des rotors. Alors il faut dire qu'en 1931, l'ambassade de France à Berlin a été contactée par un Allemand. Cet Allemand, c'était Hans Thilo Schmidt, c'était le frère du grand patron du chiffre à Berlin. Cette personne avait accès à des documents ultra secrets. C'était un coureur de jupons, son épouse était à Munich, lui à Berlin, il lui fallait de l'argent. Donc, il propose des documents aux Français, mais c'est tellement énorme que les Français ne donnent pas suite. Ils ont cru que c'est une opération d'intoxication de leur service. L'Allemand revient à la charge et le rendez-vous est fixé le 1er novembre 1931 à Verviers, en Belgique. Et le capitaine Gustave Bertrand, qui était responsable du service chiffre de l'état-major, le rencontre. L'Allemand est au restaurant de l'hôtel, bien mangé, bien picolé. Bertrand, premier étage, photographie tous les documents que l'Allemand ramenait. Parmi eux, les plans d'énigme. Donc sur 8 ans, il y a eu 19 rencontres avec cet Allemand, qui repartait à chaque fois avec 10 000 Reichsmark. Or, ces documents, Bertrand les propose à l'état-major français, qui avait entendu parler de la complexité d'énigme. L'Allemagne a signé le traité de Versailles en 1919, qui lui a fait secrétaire armée, donc ce n'est pas d'actualité. Document proposé par Bertrand incomplet, donc inutilisable. Et même réponse chez les Anglais. Et comme il y avait des accords secrets avec les services de renseignement français et polonais, une autorisation les apporter au major Langer à Varsovie, où été accueillis à bras ouverts. Ça, c'est les documents photographiés par Gustave Bertrand. Et ces documents sont conservés au service historique de la défense à Vincennes. Voilà. Alors, Regeski déchiffre pratiquement 70% des messages interceptés entre 32 et 38. Et 38, il ne peut plus parce que les Allemands commencent à livrer les machines avec les 5 rotors, de la machine et de l'extérieur. Donc ils n'ont pas la puissance financière ni autre pour continuer. Et à ce moment-là, donc les Polonais organisent une réunion qui a lieu à Péry, fin juillet. Les Anglais et les Français sont invités. Et au moment de repartir, chaque délégation repart avec une machine fabriquée par les Polonais. Les Anglais décideraient, parce qu'ils prenaient les Polonais pour des ploucs. Ensuite, Bertrand lui était vexé parce qu'il avait promis de le tenir au courant d'avancée des travaux, ça n'a pas été le cas. Et ces deux machines arrivent à Paris par un diplomatique. Et celle qui est partie à Londres, elle est partie de les bagages à main de Sacha Guitry et de Yvonne Printemps. On est à la barbe des Allemands. Voilà. 1er septembre 1939, les Allemands entrent en Pologne, c'est le début de la guerre. Les Polonais sont obligés de détruire tout le matériel et vont se réfugier à l'ambassade d'Angleterre à Bucarest, en Roumanie. Les Anglais les ont baladés. Ils vont se présenter à l'ambassade de France qui est à 500 mètres. Même réponse. Et là, Regeski dit l'officier en face de lui, attendez, pas de problème, on va partir. Mais prévient quand même Bolek que nous sommes là. Et Bolek, c'est le nom de code de Gustave Bertrand. Dans la demi-heure qui a suivi, le message est tombé. Ces personnes, vous me les mettez en sécurité, je les récupère. Donc Bertrand récupère ces 10 personnes, les fait transiter par Modane et les installe à Gretz-Armavillers, au château de Vignoles, au PC Bruno. Donc le château n'existe plus, il est démoli. Et à partir de ce moment-là, les Anglais sont vraiment très, très intéressés par l'énigme. C'est-à-dire, ils détachent Macfarlane là-bas. Et ensuite, vous avez donc Bertrand. Et ici, sur la photo, vous avez là le général Feldgiebel. C'est, à l'époque, quand il était colonel, c'est lui qui a vu le potentiel de la machine d'Enigma et l'a imposé à la marine et autres. Alors, quand Bertrand était à Gretz-Armavillers, les Allemands sont entrés en France à 40. Les Allemands ont installé leur PC à Fontainebleau, qui est à 40 km de distance. Et Feldgiebel a été fusillé parce qu'il était partie prenante du dernier attentat contre Hitler. Et là, vous avez donc la machine qui a été fabriquée par les Polonais, qui est exposée au musée de l'armée. Donc le principe est le même, sauf que les câbles sont à l'arrière et le clavier sur les touches, c'est A, B, C, D, E, F, G, H. Alors, quand ils étaient à Gretz-Armavillers, ils ont repéré toutes les informations qui étaient interceptées. Et en posant sur la carte, là, vous avez les méandres de la Seine qui sont là, Paris qui est là. Et entre le 11 et le 14 juin 1940, Bertrand s'aperçoit que les Allemands s'approchent dangereusement de Paris. Donc, il ne peut pas rester. Il récupère un autocar des camions à l'RATP et va s'installer à Uzès, c'est à quelques kilomètres du pont du Gard, où il achète le château des Fousses pour en faire le PC Cadix. L'achat est fait devant notaire, tout à fait officiellement. Le notaire n'a pas vu que tous les papiers présentés c'était des faux. L'achat est financé par le général Gamme, l'imprimeur de Pétain ainsi de Pétain. Bertrand, son équipe était recherchée par la milice française parce qu'ils envoient des informations aux Alliés, ce qui était interdit. Et là, en 3 ans, ils déchiffrent quelques 8000 messages qu'ils envoient à Londres. Et à Uzès, Bertrand a récupéré donc des cryptologues espagnols qui ont travaillé sur machine Enigma pendant la guerre d'Espagne.
Et un beau jour, la gendarmerie vient le voir. Alors, c'était les officiers français qui étaient obligés de rechercher des opérateurs qui envoyaient des messages. Donc, parfois, certains ont été arrêtés, d'autres ont pu s'échapper. Et un beau jour, la gendarmerie vient le voir et dit, tiens, regarde, là, tu as une liste de véhicules. Ça, c'est des véhicules gagnants allemands, des banalisés. Ils ont repéré des metteurs clandestins, il faut que tu arrêtes d'y mettre, tu vas te faire choper. Donc, Bertrand vérifie, effectivement, c'est le cas. Donc Bertrand planque ce matériel. Son personnel fait traverser les Pyrénées, l'Espagne l'emmène en Angleterre. La majorité est arrêtée par les Allemands dans la traversée des Pyrénées, parce que les passeurs les ont vendus aux Allemands. D'autres meurent noyés quand la Mauritière a coulé. Et les 5 personnes qui arrivent à Bletchley Park, en Angleterre, les Anglais mettent sur une voie de garage, ignorent complètement leurs compétences. Là, vous avez un véhicule de type Hawks avec d'antenne, vous avez donc les appareils nécessaires. Et là, vous avez donc les messages qui étaient interceptés et surtout les principales liaisons. Wiesbaden était un très très gros centre. Voilà, on va faire un petit tour en Angleterre, à Bletchley Park, c'est 80 km au nord de Londres, où travaillait donc Turing à partir de 1939. Donc au début, enfin les Alliés n'ont jamais parlé d'Enigma, ils ont parlé de Ultra. Voilà. Et vous avez ici le centre, donc vous avez le siège qui est là. Vous avez en 1939 la petite partie en noir qui a été rajoutée. 1940, c'est la partie bleue. 41, c'est la partie mauve. 42, c'est la partie jaune. 43, la partie verte. Et 44, la petite partie qu'on trouve ici. Donc on voit en 1939, 150 personnes. À la fin de la guerre, plus de 10 000 personnes qui travaillaient à Bletchley Park. Mais sur les 10 000 personnes qui étaient là, peut-être une vingtaine étaient au courant de la teneur du message. Tellement tout décloisonné, sectorisé. À ce moment-là, ils déchiffraient entre 8 et 12 000 messages par jour. Très souvent, les allées de courant de la teneur du message, le destinataire ne l'a eu. Voilà, donc ça c'est les bureaux. Et là, vous avez le matériel, donc les messages qui étaient interceptés, qui étaient décodés, qui étaient en allemand, il fallait les transcrire en anglais, étaient recodés sur le système anglais Typex. Voilà, et là, vous avez la machine reconstruite par les Turing. Donc, l'équivalent de Turing, c'est 32 énigmas qui tournent en même temps pour trouver les combinaisons. Turing, c'est basé sur un mot probable que vous risquez de trouver dans le message. Et là, il se basait sur les messages météo qui tombaient le matin à 6 heures. Wetterbericht, 13 lettres. Et à partir de cela, donc, il trouvait les messages. Alors, il ne faut pas oublier qu'un message énigma est limité à 250 lettres. Plus de 250 lettres, il fallait faire un deuxième message. Parce que plus un message est long, plus on a des chances de le déchiffrer. Ne soyez pas étonnés, ça c'est la carte de l'Atlantique. Donc il y a 2 convois qui sont partis, qui sont partis d'Amérique pour rejoindre l'Angleterre. Là vous avez cette partie-là, vous avez couverture aérienne européenne. De l'autre côté, au niveau du CC, vous avez couverture aérienne américaine. Et entre les deux, c'est No Man's Land, parce que les avions n'ont pas suffisamment de réserves de carburant pour venir ici. Voilà. Donc 2 convois ont prévu de passer là, celui-là avait prévu de passer là. Ils ont prévu que les sous-marins les attendent, ils se déroutent et passent plus au sud pour rejoindre l'Angleterre. Donc les sous-marins envoyés là cherchent, mais quand ils arrivent sur le secteur, le convoi est passé. Ici, vous avez le tonnage qui a été coulé. Donc ça va depuis 1939 jusqu'à fin décembre 1943, partie supérieure, mer du Nord, Norvège, Afrique de l'Ouest, Atlantique Sud, Océan Indien. Mais ce qui nous intéresse, c'est la partie du bas, Atlantique Nord. Alors, chaque trait horizontal, c'est 100 000 tonnes de coulées. L'intersection de traits avec les sous-marins, c'est les points rouges. Donc, 10 sous-marins, 20 sous-marins, 30 sous-marins, 40 sous-marins. Alors, si on regarde, par exemple, en juin-septembre 1940, 10 sous-marins à mer qui coulent plus de 300 000 tonnes. C'est énorme. Donc, on va un peu plus loin, donc en 1941. Là, vous avez la partie verte, c'est la partie qui était censée être coulée par le nombre de sous-marins en mer. Sauf que, en 1941, les Anglais récupèrent une machine Enigma à bord du sous-marin U-110. C'est-à-dire, ce sous-marin coule 2 bateaux dans un convoi. Se fait prendre en charge, par HMS Bulldog. Mais écoutez, je suis vraiment désolé parce qu'il y a quelqu'un qui va suivre. C'est bon? On est obligé de libérer l'espace, mais allez-y, je vous laisse. On est sur la fin, monsieur? Oui, 2 minutes encore. Ouais. Voilà. Et donc, les Anglais récupèrent une machine Enigma, livre de code sur chiffrement, et des plans qui indiquent l'emplacement des mines autour de l'Angleterre. Ça arrive en Islande, et ça part à Reykjavik, et ça part à Bletchley Park. Et là, les Anglais lisent les matériels, les messages aussi bien que les Allemands que les écrivent.
Ici, pratiquement pas de tonnage, parce qu'entre-temps, un ingénieur français a inventé un radiogonomètre ultra rapide, le Hoofdouf. Il y avait 12 000 de ces appareils sur la côte anglaise, américaine, à bord des bateaux des Américains. Et en 20 secondes, le sous-marin est localisé. Voilà, ici vous avez l'utilisation de la machine avec 4 rotors et récupérer une machine à bord du USA 159 en Méditerranée, et là c'est pareil. Et ici, un autre ingénieur français invente un radar qui localise les masses métalliques sous l'eau, plastique. Les sous-marins n'avaient plus aucune chance, donc ils se retiraient. Voilà, là vous avez le HMS Bulldog. Les livres de code à bord des bateaux étaient cerclés de plomb. On les jette à l'eau, ça coule tout de suite. Ils étaient imprimés dans une encre qui se délite au contact de l'eau. 10 minutes de la flotte, c'est illisible. Voilà, et donc les Français, au même moment, utilisaient ce type de matériel. La C-36, vous pouvez la voir sur le stand de l'ARCI. Ensuite, les Anglais utilisaient les machines Tipex. Donc c'est beaucoup plus élaboré parce que vous avez un clavier complet, système d'impression. Les Allemands utilisaient ce type de matériel, donc c'est la Hitlermühle. Il y a 2 modèles pour le message météo, un clavier réduit, clavier complet. Et ça, c'est une machine qui provient d'une caisse qui a été imagée en Suède. Donc ces machines sont beaucoup plus rares qu'Enigma. Il y a à peu près 500 machines qui sont fabriquées. Ensuite, ils ont inventé donc un autre système, le T-52. Cette machine était 12 rotors qui étaient donc à l'état-major de l'armée. Vous avez ici la S-742. Donc cette machine-là est fabriquée en Allemagne d'une entreprise américaine. Le siège en Amérique ne savait pas que son usine en Allemagne faisait donc des machines à chiffrer. Et la S-742, les Alliés ont cassé ce code sans jamais avoir vu la machine. C'est-à-dire qu'un message est parti d'une ambassade d'Allemagne pour une ambassade d'Italie. Retour, message illisible, merci de renvoyer. L'opérateur a repris le message, a mis des abréviations partout et a renvoyé le message. L'erreur qu'il a faite, il n'a pas modifié les réglages de la machine. Et en faisant la différence entre les 2 messages, les Alliés ont compris le principe. Cette machine-là était donc à l'état-major de l'armée de l'air. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que certains officiers supérieurs étaient en mission pendant la guerre. Certains ne se donnaient pas à cette période-là. Ils se retrouvaient en Australie, en Chine, en Amérique ou autre. Donc ils ont été prévenus par un message chiffré. Quand c'est une fille, c'était ce message. Et si un garçon, c'était ça. Je suis vraiment désolé, j'ai abrégé au maximum. Maintenant, nous sommes à votre disposition sur le stand de l'ARCI si vous avez beaucoup plus de démonstrations pour ce genre de choses. Merci et bravo pour cette présentation, Edmond Kern. Merci.